wanted me to do a remix to Turning Me On. He had produced the record, and because I was on tour with Lil Wayne, I wasn't able to like lay anything down. He had been on me for a couple of weeks about we need to do a remix. Okay, so I take off. It wasn't happening quick enough for him. I take off, we fly in, and he had another writer in our camp at the time. He had her write this. So he played it for me like, this is the remix, because I'm thinking I'm coming in to go write a remix to Turning Me On. Like, The whole time I've been writing concepts, like, but I come into the studio and he plays me this verse, and I'm like, automatically, I'm like, I'm not saying that. Le désordre est collectif et l'échec est individuel. Oh yeah. It was quite forceful. You know what I mean? In an executive artist way? Yeah, in an executive artist way only. You know, involving others and kind of threatening my career. Vous vous rappelez quand on était au collège, au lycée ou peut-être même au primaire, et des fois comme ça là, à la récréation ou lors d'un cours de sport, tu te fais hyper par tes camarades pour faire une grosse connerie. Alors peut-être que certains, selon leur propre appréciation, ne verront pas que ce qui se passe dans cette vidéo, c'est une connerie. It was quite forceful, you know what I mean? Mais en gros, tout le monde te hype pour faire un truc de fou. Je sais pas, on va imaginer que tu twerques sur la table. Ou alors tu vas écrire un truc de fou sur le casier du professeur. Dans la salle des profs, ça me rappelle des choses par contre. Et dans ce genre de moment, on les connaît tous. Quand tu le fais, tout le monde est content. Des fois, tu le fais même parce que tu as envie de plaire à tes potes. Des fois, tu le fais parce que tu te dis que si tu le fais pas, ils vont pas t'aimer comme ils veulent t'aimer. The mistake that I made was not continuing to fight. But I was in tears, I was crying, I was adamant that I did not want to do that. Des fois, tu le fais parce que tu te dis, peut-être que si tu ne le fais pas, il va pas sortir ton album. Mais comme toujours dans ce genre d'histoire, je veux qu'on le redise en chœur et que vous l'écrivez tous dans les commentaires. Le désordre est collectif et la punition est individuelle. Au cours des 10-15 dernières années, on a beaucoup vu Kerrilson pleurer. On l'a vu tuméfié, on l'a vu ému, de la même façon qu'on l'a vu d'ailleurs dans cette interview. Toujours pas très bien, revenant sur ce qui semblait être une dépression, une descente aux enfers, une chute, une fêlure. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que Kerrilson n'a pas toujours été cette fille triste, un peu morose, dont le nom est forcément associé à celui du couple Carter. Nous, on a connu Kerrilson en tant que d'abord chanteuse d'un groupe qui s'appelait D-Girls, et surtout, très important chez elle, en tant que parolière et songwriter. C'est peut-être, selon moi, l'une des parolières et songwriters de sa génération qui a le CV le plus garni, et surtout, j'aimerais ici qu'on reconnaisse quelque chose qui est peu banal chez elle, c'est qu'elle a une plume. Elle a une plume, une manière de poser. J'écoutais encore récemment l'album de Crystal K qui sort en 2003 et qui est l'un de ses premiers placements. En 2003, Kerrilson, c'est une fille de 16 ans qui fait ses placements dans les albums et qui le fait sur l'album d'une chanteuse donc japonaise de R&B qui s'appelle Crystal K, et sur cette chanson-là, I'm Not Alone, écoutez comment elle pose sa voix. Écoutez comment elle fait les backs. C'est intéressant parce qu'on la reconnaît tout de suite. Parce que si vous avez écouté aussi son single de retour qui vient de sortir et qui s'appelle Bae, vous retrouvez la même identité. Cette manière de poser très brumeuse, même si c'est beaucoup plus mature aujourd'hui. Kerry, en fait, c'est une très belle femme. Beaucoup de gars du game veulent avoir leur place avec eux, mais elle est surtout concentrée, elle, sur le fait d'écrire des chansons pour les autres. Et elle va donc très rapidement se développer un CV assez remarquable pour l'époque parce qu'elle rencontre Timbaland. Et l'une des premières fois où on la voit discographiquement, c'est sur le fameux Hey Now avec Exhibit. La première fois que j'entends ça, je suis à la salle de bain en train de me laver. J'adorais Exhibit à l'époque et j'entends le refrain. Je me dis, mais je connais pas cette voix. C'est qui? Je sors seulement de la douche en courant et tout. Et là, je la connaissais pas celle-là. Bienvenue Miss Kerry. Là, je vois certains me dire, oui, mais Stevie, on connaît la carrière de Kerrilson. On a vu la première vidéo. Est-ce que c'est vous qui payez la batterie de ma caméra? Non. C'est pour ça qu'il faut me laisser décrire la salle de classe. Pour que les gens puissent comprendre pourquoi le désordre est collectif. Et comment la punition est individuelle, il faut comprendre que Kerrilson écrit. Et c'est très important qu'elle écrive parce que tout se joue justement dans cette bataille qui l'a fait pleurer à la radio sur ses mots. Et avant même qu'elle ne devienne célèbre, ses mots étaient déjà eux célèbres. Parce qu'elle avait écrit des titres comme Events for a Minute. Parce qu'elle est magnifique. Et là encore, vous retrouvez sa patte sur Supposed to Be de Toni Braxton.
Et c'est intéressant parce que vous avez écouté Almost Home, vous avez écouté Bae, son single de retour, et écoutez comment elle pose sur Supposed to Be de Toni Braxton, parce qu'en fait vous retrouvez la même chose. Elle a une patte, il y a une identité chez Keri Hilson. Sur Take Me As I Am de Mary J. Blige. Chez Jennifer Lopez, Wrong Where You Are Gone, vous retrouvez la même patte sur le refrain, vous entendez carrément sa voix. D'ailleurs, elle a reposté cette semaine et quelqu'un disait qu'elle aurait dû garder la chanson pour elle. Et j'ai trouvé que c'était une pique pas très maligne à Jennifer Lopez. Mais bon, en vrai, le refrain est déjà chanté par Keri Hilson. Omarion Icebox. C'est une fille assez fine d'ailleurs. Timbaland n'est pas là pour enregistrer les fameux I'm So Cold dans la chanson Icebox Omarion. Donc en fait quand ils enregistrent la chanson avec The Clash, en fait Timbaland n'est pas là pour estampiller la chanson comme étant du Timbaland. Vous vous rappelez qu'à l'époque il a énormément de hits. Et donc du coup c'est Keri Hilson qui va avoir l'idée de coacher un des mecs pour qu'il fasse une voix qui sonne comme celle de Timbaland, parce que Timbaland n'a pas le temps de venir enregistrer la chanson. Et donc du coup Timbaland ne va jamais enregistrer sur Icebox Omarion. C'est Keri Hilson qui a eu l'idée à la fin, après avoir écrit la chanson avec deux autres songwriters, de se dire, bah, Timbaland n'est pas là, il faut que ça sonne comme du Timbaland, et c'est donc comme ça qu'on va avoir cette version définitive. Mais ça ne s'arrête pas là. Prenez par exemple Wait a Minute de Pussycat Dolls. Écoutez comment Nicole entre dans la chanson, le placement vocal légèrement aigu là. Et maintenant que vous avez écouté plusieurs chansons de Keri Hilson, vous allez vous dire, mais oui, c'est évident que c'est du Keri Hilson. C'est elle qui pose. Mais ça ne s'arrête pas là. Prenez par exemple Ciara Like a Boy. Vous connaissez bien la chanson. Et maintenant, imaginez la voix de Keri Hilson dessus. Si vous retirez la voix de Ciara, qui est la première voix qui vous vient à l'esprit, et que vous mettez maintenant la voix de Keri Hilson, en fait, vous allez vous dire, mais c'est tellement évident que oui, ça sonne comme du Keri Hilson, le positionnement et tout, parce qu'elle a écrit. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous ramène en 2007 parce que Keri Hilson travaille. Et j'imagine que la plupart d'entre vous, vous voyez bien la période où se font tous ces hits-là. C'est quasiment entre 2003 et 2007. Et donc, du coup, elle n'est pas connue. Même si elle est tout le temps fourrée dans les studios de pas mal d'autres artistes, elle n'est pas connue. Et c'est pour ça d'ailleurs que peu de gens savent qu'elle est un des instruments de l'album Blackout de Britney Spears. Maintenant, j'ai plus besoin de vous faire la démonstration. Si vous faites Gimme Gimme, maintenant que vous connaissez à peu près la manière dont Keri Hilson pose, oui, elle a travaillé sur Gimme More. Mais il y a une chanson encore plus intéressante dans Blackout qui s'appelle Song About You. C'est la bonus track. Je sais pas si certains connaissent bien cet album. Pour moi, c'est le meilleur album de Britney Spears. Mais quand l'album se termine, donc du coup, les 14 chansons, je crois, la 15e chanson, c'est une bonus track. C'est une chanson qui est pas sur toutes les éditions. Mais c'est tellement évident que cette chanson est écrite par Keri Hilson que vous allez voir le lien entre Song About You qu'on vient d'écouter, chanté par Britney Spears, et plusieurs des autres refrains qu'on a vus au début, parce que vous allez reconnaître tout de suite la manière dont elle pose. Derrière la voix de Britney Spears d'ailleurs. Enfin, je dis derrière. Même dans les refrains, on entend Keri Hilson sur Britney Spears. Là, vous vous demandez certainement pourquoi je vous raconte tout ça. Je vous raconte tout ça parce que si vous êtes honnête, Keri Hilson vocalement, c'est pas une super chanteuse. On se rappelle encore de sa reprise totalement ratée de Whitney Houston. Clairement, c'est le cas de le dire, c'est pas Nippy. Mais de l'autre côté, c'est une chanteuse qui a un certain talent, qui est capable d'écrire des tubes, qui est très jolie et qui donc va galérer pendant très longtemps. Curieusement, alors qu'elle écrit pour plein d'artistes et tout, ces années-là sont notamment des années de galère. Ça finit par prendre un peu quand Timbaland sort The Way You Are, qui devient ce tube mondial et qui permet à plein de gens de la repérer ou alors de l'identifier dans la scène R&B. Mais le son de Timbaland est galvaudé à l'époque avec Justin Timberlake et d'autres grosses pop stars qui adoptent des chansons produites par Timbo. Et donc de fait, Keri Hilson cherche une identité. Elle commence aussi à travailler avec un autre producteur qui a beaucoup de hype à l'époque, qui s'appelle donc Polo Dadon, qui produit des titres comme Glamorous de Fergie, Promise de Ciara,
comme Bottoms des Pussycat Dolls. Et Polo Dadon et Timbaland décident de s'associer autour de Keri Hilson. Les deux vont produire son album, son son, ce qui est plutôt un avantage à l'époque. Le son plus urbain de Polo Dadon, le son plus mainstream de Timbaland. En plus, Keri Hilson a très vite un souci, c'est-à-dire que les deux singles que Timbaland lui produit, notamment Energy et Return the Flavor, ne sont pas des succès. Ça ne prend pas, elle continue à galérer et ça commence à rajouter des années. Et là, ça fait quasiment 6 ans qu'elle est là et qu'elle se dit finalement, j'arrive avec mes singles après un hit, ça ne prend pas. Et Polo Dadon, voyant ça, décide de prendre le taureau par les cornes. Il va faire une de ses vieilles habitudes, quelque chose pour lequel il est reconnu, du forcing. Alors que le label, Timbaland et plein d'autres personnes ne sont pas d'accord, ou alors ne se sont pas entendus avec lui sur la sortie d'une chanson, il décide de balancer le titre Turning Me On sur les réseaux sociaux. Il y a un buzz autour de la chanson. Et comme il y a un buzz autour de la chanson, le label se retrouve obligé d'aller dans cette direction avec Keri Hilson. She did the record, so whether it was supposed to come out or not, you recorded it. It's going to get out somehow. That's how I look at it. Eventually, it's going to get out. Ce qui va à la fois devenir un hit, mais à la fois totalement changer son histoire. Pendant que Keri Hilson se bat et qu'elle a du mal, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'elle essaie de sortir de l'ombre des chanteuses sur lesquelles elle écrit des hits, un jour en 2004, Tricky Stewart se rend dans un concert de Gap Band et il entend une meuf chanter par-dessus le public. Il la regarde, il se dit waouh, il va la voir, il commence à travailler avec elle et il se trouve que cette fille s'appelle Esther Jean. Et très rapidement, cette fille va montrer une capacité à écrire des chansons assez rapidement. Il va la trouver intéressante, mais il va pas savoir la marketer. Elle est pas aux normes physiques de l'industrie musicale, en tout cas pour lui, donc du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Il la laisse tomber et la fille va signer chez qui? Chez Polo Dadon. Esther Jean arrive en tant que parolier à des nombreux artistes de Polo Dadon. C'est pas encore la Esther Jean qui écrira Superbass de Nicki Minaj, ou qui deviendra donc finalement, et on en parlera un jour, la vraie personnalité derrière plein de hits de Rihanna. C'est pas encore cette fille-là. C'est la fille qui en fait écrit juste Ride de Maya, Google Me de Tiana Taylor, et qui se bat donc pour exister à son tour dans l'industrie parce que elle aussi voulait devenir artiste. Sauf qu'on l'a pas calculé, aussi en partie à cause de son physique, mais on commence à lui demander des chansons par-ci par-là. Donc elle passe ses journées dans des camps d'écriture à écrire des chansons, à envoyer par-ci par-là, et parfois elle a des dicks qui accrochent. Polo Dadon de son côté continue à faire de l'extension du territoire. Quand Usher revient après le succès de Confession, c'est lui qui produit le fameux Love in This Club, et dans le fameux Love in This Club, vous savez qu'il y a Keri Hilson. Là encore, c'est pas innocent de la part de Polo Dadon. Il met son artiste avec Usher et il dit à Usher, sur le remix de la chanson, il faut que ce soit Keri Hilson parce que c'est un deal. Je fais une chanson pour toi, on est en jointure et je pousse mon artiste aussi derrière toi parce qu'il croit en Keri Hilson. De son côté, Keri se dit que c'est plutôt un bon deal pour elle et elle s'apprête à faire le remix. Elle écrit le remix. Problématique, c'est qu'à la dernière minute, Usher, surtout que, vous vous rappelez de l'époque, ça ne marche pas de fou pour lui au démarrage de l'album. Il finit par se dire, ce serait quand même bien que j'ai quelqu'un de plus populaire que Keri Hilson, parce que si Keri Hilson est sur le remix en 2008, bah en fait, c'est lui qui pousse Keri Hilson. Alors que s'il prend quelqu'un de fort, c'est cette personne-là qui le pousse. Le début de Here I Stand n'étant pas fou, Beyoncé est plutôt ouverte à l'idée de le faire, et c'est donc Beyoncé qui va enregistrer le fameux remix, qui est d'ailleurs excellent selon moi, de la chanson. Sauf que vous le savez, le travail de Keri Hilson, à la base, c'est d'écrire. Et elle a écrit son remix. Elle l'a pas chanté au final, elle a gardé un peu une sorte d'amertume. En tout cas, elle n'en a pas parlé tout de suite. La fois où le problème de ce remix-là arrive sur la toile, c'est effectivement le jour où va sortir le remix de la fameuse chanson Turning Me On. La chanson cartonne et un jour on a le fameux remix. Dans ce remix, Keri Hilson, donc un an après la sortie de la chanson de Beyoncé, attaque. It pretty much is the same. Oh really? Yeah.
It's the same, except it sounds like Beyonce. Yeah. You know, she doesn't write everything she touches. I know, Neil. Je n'essaie pas de semer le trouble, j'ai juste quelque chose sur le cœur que je dois soulager. Vous vous mettez le doigt dans l'œil si vous pensez que vous êtes les meilleurs. Tu peux danser, elle peut chanter, mais tu devrais dégager. Tu as besoin de partir faire des enfants. Elle a besoin de se poser, elle fan. Là, elle parle de Beyoncé plus précisément. Et ensuite, elle appuie. Allez-y, dites aux gens depuis combien de temps j'écris vos chansons. Je vous ai amené le succès, vérifiez vos crédits. Don't do it to yourself. Ce remix, comme vous le savez, a mené à un harcèlement absolument incroyable de Keri Hilson. J'ai trouvé un tweet d'un membre de la Beehive très honnête qui disait que la Beehive s'est concentrée et est devenue véritablement la Beehive dans la détestation de Keri Hilson. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit que c'est vrai en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une Beehive qui était très pro-Beyoncé et la Beehive toxique est arrivée quand il fallait haïr Keri Hilson. Je me suis dit, mais en fait, oui, c'est vrai, c'est à partir de là qu'ils sont devenus les monstres qui n'ont jamais cessé d'être depuis. Bon, en fait, elle va subir une détestation féroce qui va entacher son image, qui va entacher sa carrière, et c'est précisément ce point qu'aujourd'hui, 15 ans après, elle nie. Elle dit dans l'interview que elle a été forcée à le faire par Polo Dadon, et au début, comme vous l'avez vu, elle ne dit pas qui a écrit le remix. Il se trouve que sur Twitter, Esther Dean, qui ne me semble pas avoir vu l'interview au début, dit « Oui, c'est moi qui ai écrit Turn Me On Remix, et c'était un hit ». Bon, en fait, les chercheurs de miel regardent et disent « Attendez. Est-ce qu'on avait raté la bonne victime? Qui a écrit les flopeuses là, responsabilisez-vous, laquelle on doit tuer ?» Et donc, quand elle dit ça, elle se fait attaquer. Elle fait un premier texte dans lequel elle explique que oui, effectivement, elle a coécrit la chanson avec Keri Hilson, mais qu'à l'époque, elle avait écrit plusieurs remixes, que ce n'était pas forcément celui-là qui aurait été choisi, et qu'elle est déçue d'avoir fait autant de mal aux femmes dans l'industrie. Keri Hilson, voyant ça passer, sort et lui dit « Jean, je ne pense pas que ce soit un conflit entre nous. J'ai été toujours respecté sur ce sujet, et j'ai encore essayé de le faire hier en disant la vérité quand on m'a interrogé. Lui faisant comprendre que je n'ai jamais cité ton nom. Mais puisque tu veux en parler publiquement, soyons clairs. Tu as utilisé le mot coécrit, alors que je n'ai écrit que 3 lignes dans ton couplet. C'est la seule bataille que j'ai gagnée dans cette affaire. Tu n'étais pas là quand tout ça s'est passé, et on n'a pas écrit ensemble. » Et du coup, elle cite les lignes qu'elle a écrites. C'est un passage sur un garçon, c'est le plus doux du couplet, et je n'étais pas du tout d'accord sur les attaques haineuses contre d'autres femmes. Je n'ai jamais aimé les coups de buzz, basé sur ce genre de provoque. Ce couplet n'a d'ailleurs rien à voir avec la chanson originale. Mais le meilleur passage, c'est la fin, quand elle lui dit « Tu as choisi de rester silencieuse pendant 16 ans, mais tu te manifestes maintenant, juste au moment où tu ressens une petite partie de la pression que j'ai subie toutes ces années. » Et pour moi, c'est le point fort de l'histoire, c'est qu'à ce moment précis, on voit la bile de Keri Hilson. On voit l'élève avec ses camarades qui avait fait une faute et qui a été abandonné pour gérer le problème seul. Du moins, c'est ce que l'histoire semble nous faire croire. Maintenant, si vous suivez bien l'histoire et que vous voulez être aguerri sur chacun de nos protagonistes, vous pourriez vous dire, mais attends, là, Stevie a parlé de Polo Dadon, il a parlé d'Esther Dean, il a parlé de Keri, mais il y en a un qui manque à l'appel. Celui qui manque à l'appel, c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux, c'est Timbaland. Et Keri Hilson en parle quand elle dit j'aimerais bien connaître l'avis de Timbaland sur ça. I think he just went because they were partners. I think he just went along, but I don't remember that we involved him or that he was involved at all because he hadn't produced that record. But I wonder now, I would love to ask him, like, what did you think about that? What I do know is he went on to work with B and J. La manière dont elle l'a tourné, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, ah ouais, elle est forte. Parce que c'est là où toute l'affaire devient croustillante. En vérité, Polo Dadon a l'habitude de leaker des chansons comme un fou. Il le fait avec Sierra Promises. Il fait ça très souvent pour pouvoir forcer les labels à faire ce qu'il veut faire. Et donc, du coup, on sait aussi qu'il a leaké le fameux couplet remix sans que Keri Hilson ne soit au courant ou alors ne le veuille de base parce que son album n'allait pas sortir. Mais il y a une autre personne qui aurait pu dire non. Et cette personne, c'est Timbaland, vu que Timbaland peut s'opposer à Polo Dadon. Ils sont en jointure face à Interscope sur Keri Hilson. Et là, Keri Hilson vous dit, j'ai pas eu l'impression que Timbaland se soit opposé à ça et il faudrait lui poser la question. Mais moi, je peux vous dire, preuve à l'appui, que Keri Hilson lui a juste foutu une peau de banane. Parce qu'elle sait très bien qu'en vérité, la raison pour laquelle Timbaland accepte que ce couplet sorte, parce que Timbaland l'accepte, c'est parce qu'à l'époque, nous sommes en 2009 et Timbaland a un problème avec Jay-Z. Timbaland et Jay-Z furent très amis, très proches. Timbaland a produit plusieurs types de Jay-Z comme Bing Ping Ping. Et Timbaland était censé travailler avec Jay-Z sur The Blueprint Tree.
vous rappelez de cet album de Jay-Z qui ressemble à une grosse mixtape, mais bon, voilà quoi. Timbaland avait envoyé pas mal de beats à Jay-Z et c'était la grande période de Timbaland. Quand c'était la grande période de Timbaland, son ego était au plus haut et il y a plusieurs interviews, plusieurs podcasts où il le raconte. En tout cas, dans cette période-là, Jay-Z prend plusieurs beats et à la dernière minute, Jay-Z décide de ne pas retenir les chansons de Timbaland. Lui, il va péter un câble, il va le prendre personnellement, il va le prendre très mal, il va couper les points avec Jay-Z, il va pas se rendre au 40e anniversaire de Jay-Z et il va donc être en mode je fais le bras de fer avec les Carter. Et c'est pour ça que dans le sous-entendu de l'histoire, Timbaland à l'époque ne retient pas forcément les coups de Kerry Hilson. Mais il y a une personne encore une fois qui ne va pas retenir ses coups face à Beyoncé. Dans la même période, c'est qui? Dites-moi, vu que vous suivez bien l'histoire. Mais oui, Miss Carrie, baby! Kerry Hilson va assumer et elle va elle-même faire le lien entre le fait qu'elle ait enregistré une chanson pour Beyoncé sans avoir été créditée en disant que Beyoncé n'écrit pas ses chansons. Wrote the verse for Love in His Club. We hear Beyonce singing now. When you wrote it, did she sing it like you sang it? Or did she change it up? Except it sounds like Beyonce. Yeah. You know, she doesn't write everything she touches. I know Neil. Ce qui est une vérité par contre, que vous soyez de la Biab, que vous ne soyez pas de la Biab, c'est un fait chez Beyoncé qui a été reconnu par plein de producteurs, Bangladesh, Nio. Elle a une palette de personnes qui ont travaillé avec elle et qui ont souvent ce problème-là. Are there times that you write songs for people and they want to take credit for it and act like you didn't write it because they want to make it seem like I did this? That's happened before. Are you talking about Beyonce, Angela Yee over there? J'ai déjà fait la scène en 2018, on peut la refaire en 2025 si vous voulez, mais en gros, tu écris ta chanson, tu viens chez Beyoncé, elle te dit bitch, attends, I am Beyoncé. Les concerts, le corps, Jay-Z, mes cheveux dans le vent et tout et tout. Frère, ta chanson est bien, pour que je puisse chanter ça et que les gens chantent dans les stades, tu vois les concerts dans lesquels je fais là. Quand tu as fini d'écrire ton nom, fais une virgule, tu rajoutes mon nom, Beyoncé Knowles, tu m'écartes, et après tu mets aussi Blue Ivy parce que l'argent là doit lui servir à payer ses études à la fac. Mais tu fermes ta gueule! C'est un business qu'elle connaît très bien. Je me rappelle encore de la chanson Smack Into You parce que il y avait la démo qui s'appelait Smash Into You. Et quand elle a refait Smack Into You, elle a changé Smash en Smack. Quasiment toute la chanson, hormis ces deux mots-là, ne sont pas les mêmes. Mais pourquoi elle le fait? Parce que si elle change Smack en Smack, ben en fait, elle a écrit la chanson quand même. Et même si elle voit une virgule, elle enlève la virgule. Frère, vous avez partagé les droits là. C'est pas quelque chose de caché quand vous connaissez un peu bien l'industrie musicale. Mais Kerry Hilson, dans sa promo, va le faire de façon assez désinhibée pour l'époque. Il y a très peu de chanteuses comme ça qui vont venir dire à plusieurs reprises sans se cacher que non, en fait, non, elle écrit pas ses chansons. Vous le savez d'ailleurs. Moi, j'ai écrit pour elle. Et quand le remix va buzzer, parce qu'elle envoyait aussi des pics à Sierra dans le remix. Elle va totalement assumer le remix. Elle va dire, oui, Polo Dadon a liqué la chanson, mais moi, je n'étais pas forcé de le faire. J'entends qu'on dit que je pique certaines personnes, mais moi, non, je ne pique pas spécialement qui que ce soit. Je suis là pour le sport, le jeu et tout. Voilà. But no, he didn't like force me to do anything. I mean, it was a suggestion and I told him, okay, I'll try it. He was like, I want it a little more fiery and that's cool. That's cool with me. I speak my mind and you know, I make no apologies for it. So, you know, it's a hot verse. I love the verse. Yes, I heard specific names being brought up. No, it's not about that. No, you know, that was not where the energy was. I'm not retracting or... C'est comme ça qu'elle a commencé à se faire clasher par pas mal de gens dans l'industrie, comme Ronette Jerkins. Mais encore une fois, et c'était à son crédit, elle va assumer. Une des raisons, certainement, c'était aussi que elle est loyale, le désordre était collectif. Face à toute la tempête qui lui tombe dessus, elle va dire, bah en fait, oui, moi je ne visais pas spécialement quelqu'un, c'est pas moi qui ai liqué la chanson, mais il y a rien de mal, j'assume ce que j'ai dit. Problématique qui va s'opposer à partir de 2010-2011, après son second album, c'est que Polo Dadon va avoir une grosse chute d'estime après l'album Bionic de Christina Aguilera qui lui avait été confié et qu'il va complètement foirer au niveau des chiffres. Second problème, c'est que Timbaland va entrer en dépression, il va commencer à avoir beaucoup moins de hits, c'est une période extrêmement sombre pour lui, il explique même qu'il veut aller rejoindre Aaliyah. Bah en fait, dans cette période-là, les deux labels sur lesquels elle est signée sont en chute. Et Timbaland va même cesser d'avoir un deal avec Interscope. Problème, c'est que dans cette période sombre, qui va tendre la main à Timbaland et chez qui il va aller signer? C'est Jay-Z. Timbaland va donc lui-même rejoindre Roc Nation. Mais ce n'est pas tout, notre personnage qui avait été oublié, à savoir Esther Jean, va quitter aussi Polo Dadon parce qu'elle va se dire que bon, là-bas, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Mais elle va devenir une songwriter de plus en plus populaire vu qu'elle va commencer à écrire beaucoup pour Rihanna, pour Nicki Minaj et
pour Beyoncé. Après avoir écrit donc la phrase qui clashait Beyoncé chez Keri Hilson, vu qu'elle n'est pas estampillée clasheuse de Beyoncé, elle va écrire plusieurs titres dans l'album fort de Beyoncé, notamment Countdown. Paul Dardon aussi, ce qu'elle vous dit dans l'interview, envoie des prods à Jay-Z et à Beyoncé. Et d'un coup, la seule personne qui a assumé finalement tout ça à la face du monde devient Keri Hilson. Mais elle ne back down pas. Parce que quand on la retrouve au Soul Train Award, scène iconique que vous connaissez peut-être, tout le monde fait les photos avec Jay-Z et Beyoncé qui sont vraiment le couple iconique de la scène. On donne à Keri Hilson des photos de Jay-Z et Beyoncé qui est harcelée tous les jours par ses fans. Et elle dit, ah non, je vais pas faire de photos avec ceux-là. Je veux pas en fait. You want to hold the magazine? Just shout out Juicy Mac. What's up guys, it's your girl Miss Cat Reed, baby. You check it out, Juicy Magazine. Peace. Et c'est sur ce moment-là pour moi qu'il y a une douce falsification de l'histoire de la part de Keri Hilson. Mais ça tombe bien parce qu'on est sur l'ère des réseaux sociaux, on est dans l'ère de l'instantané et jamais on te contredit en 2025 sur quelque chose que tu aurais pu dire avant. Parce qu'en fait, Timbaland en 2013, quand il arrive chez Roc Nation, il veut faire signer Keri Hilson chez Roc Nation. En tout cas, il ne veut pas l'abandonner. Et ce qu'il décide de faire, c'est de faire une chanson qui s'appelle Sorry, dans laquelle Timbaland pose et s'excuse auprès de Jay-Z qui l'a récupéré, et dans laquelle Keri Hilson pose et s'excuse auprès de Beyoncé. Il nous fait tout un speech sur la chanson, il fait plusieurs interviews en disant que la chanson est enregistrée et elle va sortir, il donne une date de sortie. And I got this one song I did with Keri on my album called Sorry, and Keri actually tells a story about the whole Beyonce thing and how she was sorry about it. Because she really wasn't talking about Beyoncé, but other people. It says in the song. Et la personne qui empêche la sortie de la chanson, disant qu'elle a enregistré une chanson qui s'appelle Sorry, mais qu'elle n'a pas à s'excuser contre qui que ce soit, parce qu'elle n'a rien à se reprocher, c'est Keri Hilson. Donc elle est parfaitement consciente, quand elle dit d'aller poser la question à Timbaland, qu'elle lui envoie une peau de banane. Si vous voulez ma petite opinion sur l'affaire, je pense qu'effectivement, Polo Dardon et Esther Dean ont écrit les remixes et que Keri Hilson à la base ne voulait pas le poser. Je pense aussi que Keri Hilson était dans une sorte de pression autour de son album, mais pas simplement pression de sortir l'album. Keri Hilson était dans une pression d'exister. I just don't want to put me, my life or my art into the hands of people who don't give a about me. Et au-delà de sa pression d'exister, il y avait le côté de se dire que comment est-ce que cette fille qui est capable de faire autant de choses, d'écrire pour autant de personnes, de faire ça par-ci par-là, en fait on n'arrive pas à voir comment son talent explose dans l'industrie. Donc il y avait ce truc là autour d'elle et Polo s'est dit que comme il avait l'habitude de faire des coups de buzz en sortant les chansons de façon forcée, clasher Beyoncé et Ciara, parce que vous vous rappelez que elle clash aussi Ciara dans ce remix-là. Et finalement, vu que Ciara et Polo Dardon travaillaient ensemble, notamment sur Promise, il finit par trouver un moyen de faire une sorte de mi-réconciliation entre Ciara et Keri Hilson. Donc l'idée du clash vient effectivement de Polo Dardon et il se disait que ça n'aurait pas pris une telle ampleur. Ça prend une ampleur faramineuse et Keri Hilson sur le coup décide peut-être d'assumer parce que c'est son projecteur et peut-être aussi parce que la réaction est trop violente. Je pense que l'hyper-violence de ce qu'elle se reçoit dans la gueule est tellement fort par rapport à ce qu'elle semble avoir dit qu'elle se dit mais attends, je ne dois rien à personne, même si j'ai dit ça je n'ai pas insulté qui que ce soit, j'ai déjà expliqué que ça ne venait pas de moi, donc du coup elle tient tête et elle tient tellement tête là où les autres veulent tellement qu'elle s'écrase que ça devient un boulet qu'elle traîne elle sans totalement le vouloir mais en l'assumant totalement publiquement, parce que si elle l'assume pas publiquement elle va passer pour la faible et que voyant qu'il y a une réaction et qu'elle se fait insulter, mépriser par les collaborateurs de Beyoncé et Jay-Z et tout, en fait, du coup, elle se dit, je vais pas être associée à eux. Ce qui peut expliquer, selon moi, le fait qu'elle ne tienne pas le Soul Train Award. C'est-à-dire qu'elle se dit, non, c'est bon, je veux plus rien avoir à faire avec ce truc-là, parce que si je fais encore une photo avec ça, on va encore me tomber dessus. Mais là où l'histoire devient, selon moi, hyper douloureuse, j'imagine pour elle, c'est le fait de les avoir vus tous aller donc travailler avec Beyoncé et Jay-Z. Toutes ces personnes-là avec lesquelles elle faisait du désordre, en fait, ils sont allés avoir de très bonnes notes, faire ami avec les personnes qui étaient devenues ses ennemis à elle, alors que de toute l'histoire, même si c'était elle qui a porté l'étendard, et que oui, elle a envoyé des pics réels à Beyoncé sur le fait de pas écrire et ce genre de choses, en fait, elle se sentait quand même en sécurité avec des gens derrière elle. Ils l'ont tous abandonné, ils sont tous allés à la mangeoire, et elle s'est retrouvée seule à porter le poids de l'histoire toutes ces années-là. You had no one to protect us. No. Those who were supposed to protect us didn't.
Indeed. C'est pour ça que vous sentez la bile quand elle dit à Esther Jean, maintenant que tu as senti pendant quelques heures là, comment la Beehive va commencer à chercher à savoir si c'était toi la floppeuse et si t'es pas trompé d'ennemi depuis le début. Bah, en fait, maintenant que tu as senti un peu ça, tu commences à t'excuser. Alors que depuis que je traîne ça, depuis 16 ans là, tu sais jamais venu dire aux gens, c'est moi qui ai écrit. T'es même allé écrire d'autres chansons pour elle. Sa blessure, c'est là. Elle a été loyale avec eux et eux n'ont pas du tout été loyaux avec elle. Et au moment, justement, où sa carrière commence à flancher, c'est sur un problème, je l'avais expliqué dans la vidéo de 2019, c'est sur un problème de droit. Je vous avais dit à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, je vais remettre l'extrait. Wilson, de son côté, est dans les choux, en fait. Elle est dans les choux, pourquoi? Parce qu'en fait, son contrat de base avec Timbaland est de 6 albums. Donc, elle peut rien sortir tant qu'elle ne se défait pas de son contrat avec Timbaland ou que quelqu'un ne lui rachète pas son contrat. C'est le premier truc qui explique les 5 années d'absence, de défaillance de Keri Hilson. Ce n'est qu'en 2015, donc elle perd 5 ans, que Interscope finit par lui rendre son contrat. Elle devait être bloquée quelque part. Une fille qui écrit autant et qu'on retrouve dans les songwriting de tant de chansons et qui d'un coup disparaît totalement, ça veut dire qu'elle est bloquée quelque part en termes de droit. Elle le dit dans son We Need to Talk là, à demi-mot, en disant qu'elle était bloquée et qu'elle ne pouvait pas sortir de chansons. We needed to create, so we created. And we did sing, remember? We just couldn't share it. Boy, our hands were tied. Ce que je vous ai expliqué déjà, connaissant l'industrie en 2019, et c'est là où elle a cette rage qu'on peut estimer légitime, c'est qu'elle se dit, finalement, c'est une décision que je n'aurais peut-être pas prise de moi-même, qui m'a coûté 15 ans de ma carrière, parce qu'ils ont voulu prendre un raccourci en se disant que j'aurais plus de buzz sur le moment, mais au final, ça a éteint tout ce que j'aurais pu construire petit à petit. Plus jamais, on a vu Keri Hilson sur un album, sur une chanson, pendant quasiment 15 ans dans l'industrie américaine. Des fois, on la voyait, et c'est pour ça que j'avais compris que c'était un problème de droit aux États-Unis, sur des chansons en Afrique et ce genre de choses. Je me suis dit que ça veut dire qu'elle est bloquée sur le territoire américain. Ça aussi, ça doit venir du fait que c'est soit le contrat avec Timbaland, soit le contrat avec Polo Ladon qui l'ont retenu pendant très longtemps avant qu'elle ne puisse en sortir. Parce que j'imagine que, je sais qu'elle avait un contrat de 8 albums chez Timbo, je sais pas combien chez Polo Ladon, mais je pense que pendant un certain temps, il y a dû y avoir le combat de dire que bah je vais plus travailler avec toi vu que tu m'as pas soutenu dans l'affaire Beyoncé. Mais si tu es signé chez la personne qui t'a trahi et que vous êtes en froid et que la personne veut peut-être plus te libérer de ton contrat, ça peut durer extrêmement longtemps et je pense que c'est ça qui a dû être extrêmement douloureux pour elle et c'est en ça que cette polémique a créé le frein de sa carrière. Mais la partie où je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle raconte, c'est qu'elle se fait passer pour une fan de Beyoncé en disant qu'elle l'a toujours adorée et tout, ce qui, pour nous qui avons vécu les choses, peut-être qu'elle l'est, hein, n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas Beyoncé, mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça a été présenté, c'est pas juste que le remix est sorti, les gens l'ont attaqué, et elle a dit haut les mains. Non, elle est allée au front, et malheureusement, elle a perdu, et là, je suis d'accord avec elle, plus que n'importe qui dans sa situation n'aurait jamais dû perdre, parce que c'est extrêmement fort ce qui lui est arrivé, pendant que tous les autres compères de l'affaire, eux, sont retournés à la mangeoire. Bref, voilà, nous arrivons donc à la fin de cette analyse qui revenait sur le retour de l'affaire entre Beyoncé et Keri Hilson. Moi, je suis très content de la voir de retour parce que déjà, j'aime bien B. Je la trouve pas exceptionnelle comme chanson, mais j'aime bien. Je trouve qu'il y a un petit côté plus mature. D'ailleurs, sur plusieurs extraits de l'album, je trouve qu'il y a ce côté plus mature. On sent qu'elle a grandi et que son son a grandi avec elle, même si on la reconnaît toujours. J'ai regardé le live là avec 2-3 titres. J'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Mon seul véritable regret, c'est que ce ne soit que 9 titres, mais j'espère que c'est une première partie et que peut-être qu'ensuite il y aura une seconde partie. Ce qu'il y a d'intéressant avec le retour de Keri Hilson, c'est justement, selon moi, le fait qu'il y a quelque chose de très musical dans son retour. Vous avez dû voir qu'elle fait pas mal d'interviews, elle revient justement sur les titres qu'elle a écrits, Runaway Love. This was the first time that any of my works had won a Grammy. And I was really excited that it went to Ludacris, that it went to Mary J. Blige. Et pour l'album en lui-même, j'ai aimé le fait qu'elle se soit jetée à l'eau, sans faire monter la hype, sans attendre un single à succès. Elle a dit, voici, j'ai la chanson B. Right now, but the shit feeling amazing. L'album sortait le jour, et après elle a expliqué que ce sera un projet divisé en plusieurs albums, à savoir qu'on a eu 9 chansons, on aura 9 autres chansons, et on aura encore 9 autres chansons. Et dans la première partie du projet, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on la retrouve justement aux côtés de Danja, sur des titres comme Naked. Moi j'aime beaucoup le côté très old school assumé de Searching.
J'aime beaucoup Whatever, mais je ne sais pas si vous allez capter ce que je veux dire. Quand on écoute Whatever, on reconnaît que c'est Chris Brown. Moi, quand j'ai écouté la chanson, je me suis dit, ah, ça sonne comme du vieux Chris Brown, mais en même temps, comme Kerry Hilson a une patte, j'ai reconnu Kerry. Mais si vous écoutez, ça sonne comme du vieux Chris Brown. J'ai l'impression que c'est un titre de Chris Brown qu'il a dû faire peut-être en 2008, 2009 et tout et tout. Et quand j'ai regardé les crédits, j'ai reconnu qu'effectivement, il avait composé la chanson et qu'elle a posé dessus. Mais comme elle a une patte, on voit bien le mélange des deux. Et l'autre chanson qui pour moi qui est un des moments phares de l'album, c'est bien sûr la balade Say That qu'elle a clippée avec une vidéo lyrics. C'est vraiment pour moi la perle, voire ma préférée de l'album. C'est clair là tout de suite qu'elle a tout à reconstruire, c'est-à-dire que on n'est pas dans quelque chose où le public va tout de suite sauter sur elle, elle va reconstruire parce qu'elle était déjà en construction de carrière quand elle a eu 15 ans d'absence, donc là elle va reconstruire. J'ai vu aussi qu'elle a un duo avec Eric Bennett qui est un très beau titre. Et c'est bien de voir qu'elle va commencer à recollaborer avec plein de gens pour pouvoir retrouver une certaine hype et peut-être encore une fois proposer sur le long terme une carrière adulte solide. En tout cas, je pense qu'elle en a les capacités. Ça veut pas dire qu'elle va vendre des millions d'albums, mais elle a les capacités de se recréer un petit public de niche. Et j'ai besoin de savoir, parce que du coup, vu qu'ils s'entendent bien, ce que l'association entre Danja et elle va donner dans les futurs épisodes de ses projets. Je ne me fais pas d'illusions, je sais que elle va pas vendre grand chose. Là, elle est partie pour au maximum avoir une mini carrière adulte et construire quelque chose avec un public R&B plus adulte sur ce qui va lui rester de temps. Mais je suis content de la voir au moins produire et être heureuse, parce que d'ailleurs dans le live elle le dit, ça fait tellement longtemps que je suis heureuse de partager mon art, et j'imagine que pour quelqu'un qui est autant talentueux, parce qu'encore une fois, on peut pas nier son talent en fait. Bon. J'ai même vu, et ça m'a fait sourire, un compte fan de Beyoncé qui disait mais comment on a pu croire que c'est Kerry Hilson qui a donné la phrase to the left là, ça ne lui ressemble pas, elle a quand même une subtilité dans les mots. Et je me suis dit ah ouais, maintenant vous reconnaissez qu'elle a une subtilité dans les mots. Parce que oui, c'est vrai que quand on y pense, ça fait taquille en fait. Et Kerry Hilson, elle est pas taquille, elle a une manière de jouer avec les mots. Même si vous écoutez les paroles de Bey, vous allez voir ça, elle joue avec les mots, les mélodies, elle a quelque chose. Bref, dites-moi ce que vous pensez de ce combat, qui a raison, qui a tort. Est-ce que vous comprenez la position de Kerry Hilson, celle de Polo Dadon, celle de Timbaland? Moi, à choisir, je vous dis la vérité. Graceful mistake to make, or to be forced to do. And to not stand up for myself. That was the shame that I wore. Was like, I should have fought harder. I should never have done it. I should never have recorded that. I should have outed them well before now. You know, it's a hot verse. I love the verse. Yes, I heard specific names being brought up. No, it's not about that. No, you know, that was not where the energy was. J'aurais jamais à sa place, en tout cas, refait une interview sur cette histoire. Je trouve que c'est perdu pour perdu, et le côté de vraiment je m'agenouille là, pas dans le sens de comment dire ça, de pas reconnaître ses erreurs, mais je trouve que il y a un côté gênant dans cette interview pour moi qui ai connu tout ce qui s'était passé avant. Alors pour les gens qui n'ont pas connu, effectivement la narrative c'est pauvre Kerry Hilson, Esther Zina a écrit pour elle, on l'a forcé de le faire, mais comme je sais qu'il y a eu plus de subtilité dans l'histoire, et que j'imagine que Beyoncé le sait, parce que Beyoncé a très certainement au moins 3 comptes sur The Shade Room. Je me rappelle encore quand elle avait fait le Super Bowl et qu'elle sortait avec Kelly Rowland et Michel, et qu'elle a dit Gone with the Wine, fabulous. Vous savez la phrase de Kenya Moore. Thank you. Ladies, how did it feel? Wonderful. It was fun. It was a great performance. They were fierce, honey. She was Gone with the Wind, fabulous. Thank you. We're all grown women, and I'm still here. I'm still here, and I'm still fabulous. Well, you better preach now. Right? Fabulous. Gone with the Wind, fabulous. Dans The Housewives là, je me suis dit ouais, Beyoncé c'est une vraie afro-américaine. Et d'ailleurs quand Solange, sa sœur, vous raconte tout le temps que oui, moi les télé-réalités américaines, là où elle se bagarre et tout, c'est notre œuvre, c'est notre art. Vous pensez qu'elle regarde ça avec qui? Elle regarde ça avec Beyoncé. Donc quand je vois Kerry Hilson, moi je suis sûr que Beyoncé, qui a bien suivi le truc, la regarde en rigolant. Moi à sa place, perdu pour perdu, je laissais tomber ce truc, je passais à autre chose. But no, he didn't like force me to do anything. I mean, it was a suggestion and I told him, okay, I'll try it. Surtout que Timbaland et Polo Dadon, il y a très peu de chances qu'on les voit véritablement réagir, parce que les hommes, en général, on les questionne moins sur ce genre d'histoire. Peut-être aussi ça a été quelque chose de tellement douloureux pour elle, pour sa carrière et pour son ego,
qu'elle avait besoin de se dissocier parce qu'elle se dissocie, mais surtout parce que c'est ce qu'elle fait, d'exposer les autres en disant, les gars, moi je n'étais pas seul en vérité, je tiens à dire que ici là, je n'étais pas seul, chose que Exter Jean a mis en exergue. Que pensez-vous donc de cette dynamique dans l'industrie du disque, de la position de Kerry Hilson? Quelle est votre chanson préférée d'elle dans sa carrière? Aujourd'hui quand même elle backtrack dans un certain sens en disant qu'elle a toujours été fan, qu'elle a juste été forcée de faire ça. Est-ce que vous voyez une double latence ou est-ce que vous pensez qu'elle a toujours été victime même au début et que ce n'était que juste de la loyauté au début, puis donc la révélation de la loyauté parce qu'elle a été finalement trahie par les personnes qui au début pensaient que pour elle c'était une bonne chose d'attaquer Beyoncé de cette façon. Bref, dites-moi tout dans les commentaires à propos de cette histoire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Cette vidéo, je la fais, mais pour ceux qui suivent très bien, en fait, l'immense majeure partie des choses avaient été dites dans la précédente, mais j'ai pensé que c'était mieux de mieux contextualiser pour que les gens comprennent mieux chacun des personnages, la position de Kerry Hilson et le fait qu'aujourd'hui, en fait, ça a pris 15 ans, mais elle revient quand même dans le game. Bref, dites-moi tout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.